Travis Knight, un garçon de 9 ans, est placé avec sa famille sous la protection du FBI dans une ferme isolée de l'Oklahoma, après avoir été témoin du meurtre d'un mafieux texan. Deux tueurs à gages, Cohen, un professionnel expérimenté et taciturne, et Ted, un jeune psychopathe impulsif, sont envoyés pour kidnapper l'enfant et le livrer à leur employeur à Houston. Lors de l'opération, ils assassinent les parents de Travis ainsi que les agents du FBI chargés de leur protection. Sur la route pour Houston, Travis, intelligent et observateur, perçoit rapidement les désaccords entre ses ravisseurs. Il exploite leur antagonisme pour semer la discorde et tenter de sauver sa vie. Cohen, bien que tueur aguerri, montre des signes d'humanité, tandis que Ted est imprévisible. Au fil du trajet, les tensions entre les deux hommes s'intensifient. Can't go outside right now. It isn't safe. Fred's outside. He'll look after Travis. I'm afraid I'm going to have to insist you stay in this room. Please, sit down, sir. Eric Joseph Durdeler est né le 16 février 1961 en Pennsylvanie. Après des études secondaires, il intègre le prestigieux American Film Institute de Los Angeles. Son mémoire de fin d'études de l'AFI, un scénario intitulé Hitcher, marque un tournant dans sa carrière. Inspiré par une rencontre réelle avec un autostoppeur inquiétant lors d'un voyage à travers le pays, ce script attire l'attention des producteurs et devient son premier grand succès. Le scénario est adapté au cinéma en 1986 par Robert Harmon, avec Rutger Hauer dans le rôle de l'autostoppeur psychopathe. Bien que Hitcher ne soit pas un succès immédiat, il gagne avec le temps un statut de film culte. Red sera plus tard crédité comme consultant sur le remake raté de 2007. En 1987, il coécrit Aux frontières de l'aube, réalisé par Catherine Bigelow, qui devient un autre classique culte, et collabore à nouveau avec Bigelow en 1990 pour Blue Steel, un thriller mettant en vedette Jamie Lee Curtis. C'est en 1988 que Red passe pour la première fois derrière la caméra avec Cohen en tête, qui marque le début de sa carrière comme réalisateur. Eric Red réalise ensuite Body Parts, un bon film d'horreur dans mon souvenir, qui raconte l'histoire d'un homme recevant une greffe de bras d'un tueur en série. Un pitch similaire à celui de The Hand de Oliver Stone, mais en plus gore. Suivront deux autres longs métrages, Pleine Lune en 1996, un film de loup-garou avec Michael Paré, et Périmètre mortel en 2008. Le 31 mai 2000, Red est impliqué dans un grave accident. Il perd le contrôle de son camion qui s'écrase dans un bar bondé, tuant 2 personnes. Après l'accident, il tente de se suicider en se tranchant la gorge avec un morceau de verre. Il survit. Red est libéré après plusieurs semaines sans qu'aucune charge criminelle ne soit retenue. Mais l'incident a terni sa réputation et a marqué une longue pause dans sa carrière. À partir de 2011, Eric Red se lance dans l'écriture de romans, principalement dans les genres horreur, thriller et western. You about ready to leave now, mister? The radios. Rip those microphones out. Now. Do as he says. Rip them out. Cohen en tête est une des dernières fois où Roy Scheider est en tête d'affiche. Le film qui a précédé celui-ci date de 1986. Il s'agit du trop vite oublié Paiement Cash, réalisé par John Frankenheimer, une des rares bonnes productions initiées par la Canon. Le film qui suivra Cohen en tête est un autre thriller pas inintéressant mais tombé dans l'oubli, Meurtre en nocturne de Peter Masterson.
Adam Baldwin, aucun lien de parenté avec Alec ou William, est né le 27 février 1962 dans l'Illinois. Il débute sa carrière en 80 avec un rôle remarqué dans Veux-tu être mon garde du corps, puis gagne en popularité grâce à son personnage d'animal Bover dans le film de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket. On le verra par la suite dans Predator 2 de Stephen Hawking, Wyatt Earp de Lawrence Kasdan, Independence Day et Patriot de Roland Emmerich ou Serenity de Joss Whedon. En 2025, il reste actif dans l'industrie avec des apparitions occasionnelles à la télévision et dans des projets indépendants. How far we gotta go? The rest of the way. Thanks, you really answered my question. Good, then shut up. Hey, Mr. Cohn, I gotta ask you something. You've been asking me something every 2 minutes since we got into the car. I gotta ask you something, man. How come you been giving me shit from the minute we left Houston, huh? Because I don't like you. Fuck. Harley Cross est né le 10 mars 1978 à New York. Il débute sa carrière à 4 ans, repéré lors d'une pièce pour enfants, et parle couramment français, ayant étudié à l'école Massillon à Paris. Cross obtient son premier rôle en 1984 dans Mrs. Soffel, suivront Les Envoûtés de John Schlesinger, La Mouche 2 de Chris Wallace, Stanley et Iris de Martin Ritt. Il a désormais quitté le petit et le grand écran pour se consacrer à d'autres projets. How long do we have to stay here? Oh, for a while. Really? Really? Dad? Yeah. When can we ever go back to Texas? Can't ever go back to Texas, son. Cohen en tête est plus ou moins adapté de la nouvelle d'O. Henry, The Ransom of a Red Chief, transposée dans un cadre moderne. Cette nouvelle, non mentionnée au générique, est publiée pour la première fois en 1907 dans un magazine américain. Eric Red en fait une adaptation très personnelle et souhaite le mettre en scène après avoir démontré ses talents de scénariste avec Hitcher et Aux frontières de l'aube. The genesis of Cohen and Tate began in the mid-'80s, and I'd come to Hollywood and I'd written 2 features. And I was at the point that I wanted to direct a feature of my own. So I wrote a script on spec, and I wrote it with directing the film in mind. Le film est produit par Hemdell, une société très active dans les années 80, avec des films tels que Terminator, Le Retour des morts vivants, Salvador ou Le Dernier Empereur. Ils se sont associés à Nelson Entertainment, qui avait quant à eux produit Quand Harry rencontre Sally et Misery. Le budget est estimé à 5,5 millions de dollars, ce qui n'est pas extravagant pour un film dont l'essentiel se tourne de nuit et qui demande donc plus de moyens matériels. Psychopaths are convincing ones on screen, are tough to cast, and they're kind of hard for the actor to play because they have to find they have to find the actor a kind of logic to the madness. We're dealing with immoral people as the characters, and I don't, it's not strange. If that's the way they are, then they're despicable, and you have to accept that and sit down and relax and enjoy the film. Adam Baldwin, qui joue Tate, est le premier acteur à avoir intégré le casting. We'd cast Adam Baldwin first, actually, and then went through a process of looking at several other actors. The biggest problem being most of them couldn't hold the screen with Adam. Adam Baldwin's performance as a psychotic killer, in some cases, for me, was a little bit over the top. He initially portrayed, I think, what Eric had written in the script, but I think that sometimes they may have had a different opinion on the attack and the delivery of lines. We had to cut some things down and play moments to get what Eric initially was looking for. 3 semaines avant le début du tournage, l'acteur qui devait interpréter Cohen n'était toujours pas trouvé. Red, qui avait Roy Scheider en tête, a dû insister auprès du studio pour qu'il mette la main au portefeuille. Roy Scheider was my first choice for the role. I didn't write it for him in mind, but I always felt that Scheider, he had a quality of a samurai, and he played very heroic
kind of formidable roles, and he was very, very urban. And that kind of embodied the character of Cohen. Scheider a tout de suite été séduit par l'histoire et son personnage, très loin des rôles qui ont fait de lui une star dans les années 70. Roy Scheider's dealing with this script, I thought, was so consistent. I was really surprised at how he was able to stay within his character. He was so cool. He was the character throughout, and I don't think he deviated for a moment. He was an admirable and famous actor. So he, all that jazz and Jaws, obviously. And working with him, to be perfectly honest, I think that I was a little kid running around, and he was a serious guy. I think he was perfectly nice and liked, kids, but I don't think that I had a deep relationship with him. I just remember thinking that he was a good guy. Le casting des enfants est toujours une période pleine d'incertitudes pour les cinéastes quand il s'agit de trouver la perle rare, surtout quand cette perle rare n'a aucune expérience. Ce n'était pas le cas du petit Harley Cross, 9 ans au moment du tournage, qui avait déjà fait quelques apparitions au cinéma. We looked at a bunch of kids, and a lot of the kids, they were fine, but they were child actors. As I recall, it took a while, and finally Ridley Scott referred Harley. He'd just done a film with him, Someone to Watch Over Me, and Harley tested, and he had a quality on screen at that age, which of his mind working behind his eyes. My character was just supposed to be a really strong and resourceful, clever kid. And I don't think that there was a lot of ambiguity in that. It's a very sort of straightforward, he's splitting up the bad guys and he's going to survive this ordeal. Un élément clé de l'intrigue est la prothèse auditive de Cohen, qui devient un point de tension lorsque Travis la trouve. Red a insisté sur cet accessoire dans le scénario pour humaniser Cohen et créer un moment de connexion avec Travis. I wrote the character with a hearing aid and also a back brace, although you don't really notice the back brace in the movie. But the hearing aid was pronounced, and it was to give him a humanity. It would give him a weakness, so he wasn't so formidable. And Scheider had no problem playing using the hearing aid. But one night before shooting, he called me up at about 2 o'clock in the morning, and he talked very fast. He would say, "Eric, listen, as long as Cohen has a hearing aid, let's use it in the movie. Let's have Cohen lose it at a key point in the story when his life is in danger." So I thought of, well, what if he has to get the little boy to find it because he can't hear? La plupart des scènes extérieures, y compris les séquences nocturnes et le climax, sont tournées à Houston et ses environs, tout comme la séquence dans les champs pétrolifères. La majeure partie du film se déroule à l'intérieur d'une voiture, un défi pour Eric Red qui a travaillé en étroite collaboration avec son chef opérateur pour varier les plans afin que les scènes ne deviennent pas répétitives. Le tournage de nuit était difficile pour les acteurs et surtout le jeune Harley Cross. We certainly went past the hours that we should have worked with a child. We were shooting all night, and he had tremendous energy and was really up for it, but it was a very taxing shoot, I'm sure, for him, psychologically and physically to perform. Those long night shoots in those cars were difficult. You have limited freedom as a kid to move around and run around, and you have all this energy. I think it probably was tough on the other actors because, you have this kid who wants to jump around and play and do stuff, and you're sitting in the back of the car for 8, 10, 12-hour days sometimes, and it was... Une fois les prises de vue terminées et la post-production achevée, le film doit encore passer l'étape de la MPAA, l'équivalent de notre comité de classification du CNC. I wanted it to be good and bloody. I wanted to give the audience what they wanted. I was a huge fan of Sam Peckinpah, still am, and, I thought it should have the kind of level of violence that The Wild Bunch and The Getaway did. It's not really, I think by today's standards, all that graphic a movie. The original cut of the movie was much gorier, particularly in the opening shootout where Tate kills the FBI man and the two hitmen have their final shootout in the oil field. La MPAA juge certaines scènes trop violentes pour une classification R sans modification.
La violence envers un enfant et les représentations explicites de sang sont des points sensibles car ils risquent de choquer le public et d'attirer une classification NC-17, c'est-à-dire une interdiction au moins de 17 ans même accompagnée d'un adulte, contrairement au classement R qui autorise cet accompagnement. Plusieurs coupes ont donc été effectuées afin d'obtenir le classement R. Si vous voulez voir quelques plans sanglants absents du montage final, je vous ai mis un lien en description. Le cinéaste a regretté ces coupes, estimant que la diminution de la violence explicite atténuait légèrement l'impact du sadisme de Tate et rendait son personnage moins terrifiant qu'initialement prévu. Hey! Hey! Bill Conti est né le 13 avril 1942 à Rhode Island dans une famille italo-américaine. Issu d'une lignée de musiciens, il grandit dans un environnement où la musique est omniprésente. Dès l'âge de 7 ans, il commence le piano et montre un talent précoce pour la composition et la direction d'orchestre, devenant chef d'orchestre à seulement 15 ans. Dans les années 60, Conti voyage en Italie où il travaille comme arrangeur et orchestrateur pour des artistes pop. Il compose également des musiques anonymes pour des westerns spaghetti. Le grand tournant de la carrière de Conti arrive en 1976 lorsqu'il est engagé pour composer la musique de Rocky, une partition puissante avec le thème emblématique Gonna Fly Now qui accompagne les scènes d'entraînement de Rocky Balboa. À l'exception de Rocky IV, il compose également toutes les suites jusqu'à Rocky Balboa en 2006. En 1981, Conti est choisi pour composer la musique du James Bond Rien que pour vos yeux, où il apporte une approche funky et moderne avec des influences pop et disco. Conti remporte ensuite l'Oscar de la meilleure musique originale en 1983 pour L'étoffe des héros, réalisé par Philip Kaufman, prix qui le consacre comme l'un des compositeurs majeurs de sa génération. Parmi ses autres partitions pour le cinéma, on notera Les Maîtres de l'univers, peut-être la meilleure chose du film, Gloria de John Cassavetes, La main droite du diable de Costa Gavras, le remake de l'affaire Thomas Crown de John McTiernan. Conti est aussi extrêmement actif à la télévision où il compose des thèmes emblématiques pour la série Dynasty ou la mini-série historique Nord et Sud. À 83 ans, Bill Conti reste une figure respectée dans l'industrie musicale. Il fait partie de ces mélodistes doués capables d'écrire des thèmes facilement identifiables par le grand public. Pour Cohen en tête, le compositeur opte pour une musique sérieuse, dissonante et agressive. L'unique thème du film est associé à l'enfant, c'est un motif simple mais joli de 8 notes proche d'une comptine. Le label Intrada a publié en 2010 la première édition officielle de la bande originale, limitée à 1200 exemplaires. Il s'agit de la partition intégrale que j'ai un peu attendue comme le Messie car j'avais beaucoup apprécié la musique pendant la vision du film. This is Air 8 to all ground units in the downtown Houston vicinity. We spotted the 187 suspect driving a tan Plymouth Grand Fury. Pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté des affiches, l'exploitation limitée à l'international en est sans doute la cause. L'américaine et la française sont identiques, sauf la typo du titre et le titre lui-même qui passe de Cohen en tête, certes pas follement original, au ridicule Profession tueur. L'égyptienne sort les petits et les gros calibres, elle semble surtout montrer une forme de tendresse pour Roy Scheider puisqu'il est présent 2 fois sur l'affiche. En revanche, sans doute pour équilibrer les choses, le titre n'affiche que la première syllabe de son nom, à moins que ce soit pour une autre raison moins avouable. Cohen en tête sort en salle aux États-Unis le 27 janvier 1989.
Le film connaît un terrible échec commercial, en partie à cause d'un manque de promotion, typique des séries B de l'époque. Ses recettes US dépasseront à peine les 64 000 $ pour, je le rappelle, un budget de 5,5 millions. Est-ce dû à son côté sombre et nihiliste ? Quoi qu'il en soit, cet échec a mis un terme définitif à son exploitation cinématographique partout dans le monde. Il n'aura même pas eu les honneurs d'une sortie cinéma chez nous, malgré une sélection au Festival du film policier de Cognac. Le doublage français est absolument à éviter, même si c'était la seule version disponible pendant de longues années. La voix de Roy Scheider ne colle vraiment pas au personnage, on dirait du Derrick sous Xanax. Quant au doublage du gamin par un adulte, c'est tout simplement insupportable. Ça donne juste envie de bâillonner ce petit morveux alors qu'il n'y est pour rien. Elles vont me tuer après. Ils veulent te parler. Est-ce qu'ils vont me tuer? Probablement que oui. Alors je vais faire tout pour pas arriver là-bas. Sale gosse, tu vois mon poing là? Un mot de travers, je t'écrase le nez doucement pour que t'entendes craquer des os. Un seul coup et je te tue. Ça suffit, on se calme. Are they gonna kill me? They want to talk to you. Are they gonna kill me? Probably yes. Oh. Then I'm not gonna let you take me back. Hey kid, see my fist here? You know, if I was to punch you in the nose, I could break the cartilage and drive it up into your brain. I could kill you just by punching you in the nose, boy. Settle down. Une découverte surprise en ce qui me concerne, car avant de voir débarquer dans mon vidéoclub le commercial avec la jaquette VHS du film, je n'en avais jamais entendu parler. Mais il y avait Roy Scheider, alors je n'ai pas hésité à commander 2 exemplaires de la VHS. Pour son premier long métrage, Eric Red choisit la voie du minimalisme radical. 2 tueurs, un enfant, une voiture, les autoroutes du Texas. Le ton est donné dès la scène d'ouverture d'une brutalité sourde. Pas de pathos, pas de détour, la violence est sèche, sans emphase. On est dans une Amérique post-noire, désabusée, où les enfants ne pleurent pas et les tueurs ne parlent qu'en dernier recours. Le véritable cœur du récit réside dans la relation triangulaire entre Travis, le gamin lucide et retors, et ses 2 ravisseurs. La dynamique est d'emblée claire, Cohen représente l'ancien monde, celui des tueurs méthodiques et taiseux, Ted incarne la relève, brutale, sans code, sans honneur. Et Travis, au milieu, devient le catalyseur. Il observe, jauge, manipule. À 9 ans, il comprend que sa survie dépendra de sa capacité à retourner les faiblesses de ses ravisseurs contre eux. Cohen en tête est un film sur la violence, mais il ne la glorifie jamais. Cohen tue sans plaisir, presque par habitude. Ted, lui, tue parce qu'il ne sait rien faire d'autre. Roy Scheider, dans l'un de ses derniers grands rôles, incarne un Cohen crépusculaire d'une sobriété bouleversante, un homme las, désabusé, usé par des années de violence. La star des Dents de la Mer parvient à insuffler à ce tueur une profondeur tragique, presque mélancolique, sans jamais tomber dans le sentimentalisme. Face à lui, Adam Baldwin compose un tueur désaxé, dangereux, enfantin et brutal. Son jeu n'est pas toujours très nuancé, mais il incarne Ted avec une intensité physique glaçante. La mise en scène d'Eric Red est au service de la tension dramatique et uniquement de celle-ci. Les mouvements de caméra sont rares, mais toujours signifiants. L'étroitesse de l'espace, la voiture devient un personnage à part entière, elle enferme, isole, exacerbe les conflits. On pense à Duel de Spielberg pour le côté implacable de la route, et bien sûr à Hitcher pour la logique de traque et d'aliénation. Le rythme, quant à lui, suit une progression implacable et donne au film une densité rare, presque suffocante par moments. Certains spectateurs pourraient lui reprocher une forme de sécheresse émotionnelle, voire un manque d'épaisseur dramatique, mais ce serait ne pas voir que c'est précisément dans cette sécheresse que réside son intérêt. Le film est photographié par le talentueux Victor J. Kemper, chef opérateur sur Un après-midi de chien ou Nimitz. Dans la voiture, les visages sont souvent partiellement éclairés, coupés par des ombres franches, créant un effet de tension permanente. La route, quant à elle, est filmée comme un pur espace de transit. Pas de coucher de soleil ni de promesse d'horizon, juste du bitume, des lampadaires, des néons blafards. En refusant tout effet spectaculaire, Eric Red signe un film presque conceptuel. Cohen en tête n'est pas aimable, il est tendu comme un câble d'acier dans la lignée directe des polars américains des années 70, ceux qui ne s'embarrassent ni de morale ni d'ellipse.
À l'heure où tant de thrillers cherchent à séduire ou à divertir, celui-ci nous oblige à regarder la violence en face, sans écran de fumée. C'est une œuvre de cinéma pure, mais imparfaite en raison d'une direction d'acteurs pas toujours maîtrisée et de quelques facilités de scénario. Il ne manquait pas grand-chose pour que le film devienne un classique du genre. Pour autant, ça reste une excellente série B que je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Just pull this trigger and I get a nice quiet drive back to Houston. Just take it easy, Mr. Cohen. Things are getting a little out of hand, don't you think? Bad. This job is bad. Cohen en tête fait partie de ces films oubliés par les éditeurs en raison de leur échec au box-office. Certes, dans les années 90, il y a eu une édition VHS aux États-Unis et chez nous, mais la suite n'a pas été glorieuse. Un DVD provenant d'un obscur éditeur francophone est sorti quelques années après la VHS, malheureusement toujours avec l'horrible doublage français et une image affreuse. À ce jour, il n'existe aucun DVD du film disponible. Comme toujours, un éditeur américain, l'excellent Shoot Factory, a décidé de sortir Cohen en tête de l'oubli en 2013 en proposant un Blu-ray avec quelques suppléments, dont des scènes coupées. L'image surpasse sans problème le DVD avec un bon transfert 1080p et des couleurs mieux saturées, même si le grain est présent sur quelques plans. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé cette rétrospective jusqu'au bout et si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine pour Aliens. À bientôt, bye bye.